3, 2, 1, 0. Avant de commencer cette histoire, je vous le dis direct. Si t'es parent, t'as déjà eu ce petit stress au parc d'attractions. Genre ton gosse s'éloigne 2 secondes, tu le vois plus et ton cœur s'arrête. Bah cette histoire c'est ça, mais puissance 1000, dans l'un des endroits les plus sécus de France. Je parle bien sûr du tout petit Disneyland Paris. Croyez-moi, vous allez y repenser lors de votre prochaine visite. Et surtout, si vous avez des enfants. Allez, on commence tout de suite. C'était un samedi matin, grand soleil. Marc, sa femme et leur fille de 6 ans Chloé avaient tout planifié. Aujourd'hui, c'est Disneyland Paris, donc réveille tôt, ticket imprimé, batterie chargée. L'objectif, profiter un maximum de cette journée. Ils arrivent à l'ouverture, le genre de moment où t'as la musique dans Main Street qui te met déjà l'arme à l'œil alors que t'as même pas vu Mickey. Chloé, elle, court partout, son serre-tête mini déjà de travers, et Marc filme avec son téléphone, comme tous les papas qui vivent à travers l'écran. Jusque-là, tout va bien. Ils font quelques attractions, mangent un hot dog à Vidéopolis, prennent des photos devant le bateau, et vers 16h, ils décident de se poser un peu sur un banc près de l'entrée de Discoveryland, un petit coin à l'ombre où il n'y a pas trop de passage. Chloé a vu un stand de bulles à 5 mètres et commence à courir vers lui. Marc la suit du regard, il n'est pas inquiet, car c'est droit devant et il n'y a personne. Puis un petit peu plus tard, Marc est toujours assis, il jette sa fille qui se marre à éclater des bulles, tout va bien. Mais c'est à ce moment que tout bascule. Dans son champ de vision, un mec débarque, tranquille, posé, un genre de cast-member, polo bleu marine, badge blanc, petit talkie-walkie à la ceinture. Le combo parfait. Il s'accroupit doucement, à côté de Chloé. Donc Marc fronce les sourcils. Rien d'alarmant, mais il y a un truc qui l'agace. Déjà, le mec regarde pas autour de lui. Il regarde juste Chloé. Et il lui parle. Il lui tend la main genre « Allez viens, je t'aide à retrouver tes parents ». Genre un classique. Marc se lève, se rapproche juste assez pour entendre et surtout être entendu, puis il capte un bout de phrase. « Tu es perdu ma puce ? Tu viens, on va chercher papa et maman ». Chloé se retourne, remarque le monsieur, sourit, mais ne bouge pas. Et là, Marc remarque un détail. Un tout petit détail. Le badge du mec. Il est bizarre. Déjà, il brille pas comme les autres. Et surtout, son nom, il est écrit au marqueur. Tu sais, comme si t'avais oublié ton badge officiel et que t'en avais vite fait un en provisoire. Sauf que ça existe pas chez Disney. Chaque cast member a une vraie carte, plastifiée, avec une photo, un code, etc. Du coup, Marc s'approche. Maintenant, il est à 2 mètres. Et il force un petit sourire en disant « Je peux vous aider, monsieur ? Parce que c'est ma fille. » Le mec se retourne tranquille, un sourire collé aux lèvres. « Oh, elle m'a dit qu'elle s'était perdue. Je l'ai juste aidée. » Avec un ton parfait, le gars genre poli et calme. Peut-être même trop parfait. Mais Chloé, sa fille, parle enfin. Elle regarde son père et dit « Bah non, j'étais juste là. » Le mec recule d'un pas et il s'efface. « Ah, pardon, fausse alerte. » Et là, sans plus rien dire, il tourne les talons et se barre. À ce moment-là, Marc y reste figé. Il tient la main de sa fille et il sent son cœur cogner. Sa femme est à côté maintenant. Elle pige pas du tout. Mais elle voit que son mec est vraiment pas bien. Il regarde autour, il y a du monde, mais personne n'a rien remarqué. Le mec a juste disparu, comme s'il avait fondu dans la foule. Marc le cherche du regard, mais pas une trace. Et il hésite. Peut-être qu'il a mal compris. Mais non, non, non. Il en est sûr. Tout est arrivé trop vite. Et il était trop près, trop direct. Donc il décide d'agir. Il fonce vers un vrai cast member cette fois-ci, à l'entrée du magasin, et il explique tout. Assez vite, mais avec les détails qu'il faut. L'autre l'écoute, et direct, il change de tête. Il appelle un superviseur, qui appelle la sécurité, et ça y est, la machine se met en route. On les emmène tous les trois dans une petite salle, derrière les décors. Marc est toujours pas dans un état normal. Il tremble un peu et il répète toujours les mêmes phrases. Chloé, elle, joue avec une peluche. Elle pige pas le stress. Les agents de sécu lui montrent des photos, posent des questions, demandent à revoir le trajet. Et là, Marc se rappelle. Il a déjà vu ce mec. 2 heures plus tôt, à Fantasyland. Il faisait semblant de discuter avec un autre enfant, dans la queue de Peter Pan. Mais Marc avait pas tilté tout de suite. Il croyait que c'était un papa ou un animateur, mais maintenant... Ouais, c'est vrai, ça pue. Il récupère les images des caméras. Et là, il voit le mec. Il a changé de polo 2 fois dans la journée. Il a jamais porté de badge officiel. Et il est jamais entré par l'entrée du staff. Et surtout, il a aucun billet. Il s'est juste fondu dans la masse. Le pire, c'est que quand on l'a vu s'éloigner, il n'a pas juste fui. Il a changé de zone. Donc il est resté dans le parc pendant 1 heure à zoner, à attendre peut-être une autre opportunité. Plus tard, Marc repart avec sa famille, escorté. Chloé est fatiguée, elle veut juste regarder les photos. Marc, lui, il est pas là, il est ailleurs.
Dans sa tête, il rejoue chaque seconde. La distance, le badge, le ton du mec. Et surtout, s'il avait regardé ailleurs 3 secondes, 3 putains de secondes, vous imaginez? À chaque fois qu'il pense à ça, il a envie de vomir. Voilà, l'histoire n'était pas une légende, c'était pas une rumeur, c'est un fait. Et ça peut arriver à n'importe qui. Disneyland, c'est magique, mais comme partout, il y a des gens malsains, qui profitent du décor pour passer inaperçus. Un badge, une tenue, un sourire, ça suffit à tromper le cerveau. Alors ouais, c'est pas une histoire avec des monstres ou des fantômes, mais elle est pire, parce qu'elle est réelle. Parce que c'est juste là, juste à côté de nous. Et quand on baisse notre vigilance, parce qu'on se sent en sécurité, tout peut arriver. Donc si tes parents, retiens ça, un vrai cast member n'emmène jamais un enfant seul. Il appelle un responsable en cas de doute. Et il a toujours un badge officiel, imprimé, plastifié avec son nom, sa fonction, et jamais au feutre. Et si tu vois un truc chelou, même un doute, tu en parles à un employé et tu le signales. C'est peut-être rien, ou peut-être pas. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et à vous abonner si vous le souhaitez. Mon mail est dans la description si vous avez une histoire à me faire parvenir. Ça serait avec plaisir que je vous la raconterai. Belle journée ou belle soirée, mais surtout, ne laissez plus jamais votre enfant seul. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie, celle d'Élodie. Elle roulait seule, de nuit, sur une route de campagne. Dans un champ, elle a vu un enfant immobile debout dans le noir. Ce qu'on lui a dit au téléphone, elle n'arrive toujours pas à l'oublier. Attention, car cette histoire certainement va vous rester en tête très longtemps. Il était presque 22h30 lorsqu'Élodie reprit la route. Elle venait de passer 2 jours chez ses parents, dans leur maison en lisière de forêt, au nord de la Meuse. Un week-end calme, loin du tumulte. Son téléphone n'avait quasiment pas vibré et elle n'avait pas vraiment regardé l'heure avant de repartir. Le GPS annonçait un peu moins de 2 heures du trajet. Et c'était largement faisable. La départementale qu'elle empruntait était déserte, comme souvent à cette heure-là. Pas une voiture, pas une lumière. Juste le ronronnement régulier du moteur et le halo blafard de ses phares sur le champ. C'était une nuit d'automne, sèche, sans vent, presque trop calme. Elle aimait bien ces moments-là, ce calme hypnotique de la route, cette sensation de traverser un monde en sommeil en passant sa meilleure playlist de musique. Mais cette fois, quelque chose clochait. Elle ne savait pas quoi, ce n'était pas un bruit, plutôt une sensation. Un léger inconfort, comme un frisson qu'on n'explique pas. Et puis, elle l'a vu. Sur sa droite, à une vingtaine de mètres de la route, juste après une haie coupée, une silhouette. Petite, immobile, plantée au milieu du champ, là où il n'y avait absolument rien. Elle a d'abord cru rêver, le cerveau qui interprète peut-être un buisson ou un sac plastique. Elle a alors ralenti, les yeux fixés sur le point noir dans la pénombre. Mais à mesure qu'elle approchait, les contours se précisaient. C'était un enfant, debout, seul, immobile. Il ne bougeait pas, ne faisait aucun signe. Il regardait en direction de la route, mais son visage n'était pas visible. Elle a passé son chemin sans s'arrêter, un simple réflexe de prudence. Mais son esprit tournait déjà à plein régime. Elle a continué tout droit pendant une centaine de mètres avant de se garer sur le bas-côté. Elle a respiré un grand coup, regardé dans le rétroviseur. La silhouette était toujours là, inerte. Le doute s'est alors installé. Si c'était vraiment un enfant? Perdu? Abandonné? Et s'il avait besoin d'aide? L'idée de redémarrer, comme si de rien n'était, paraissait presque inhumaine. Mais l'autre idée, s'approcher seule, la nuit, dans un champ noir, lui serrait l'estomac. Elle avait fini par prendre son téléphone pour appeler la gendarmerie. Elle a expliqué la scène, le lieu exact, et a précisé qu'elle ne voulait pas s'aventurer seule dans le champ. La voix au bout du fil a marqué une pause. Puis elle a changé de ton. Très clairement, presque mécaniquement. On lui a conseillé de rester dans sa voiture, de ne pas faire demi-tour, et de redémarrer lentement, et surtout de s'éloigner du champ sans s'arrêter. Elle a demandé pourquoi. La réponse a été brève, mais lourde de sens. Ce n'était pas un enfant. Pas d'explication, pas d'hésitation. Juste cette phrase, sèche, qui lui a glacé le sang. Elle a redémarré. Et alors qu'elle s'éloignait, elle a jeté un dernier regard dans le rétroviseur. La silhouette avait bougé, légèrement, comme si elle s'était tournée dans sa direction. Élodie a accéléré. Elle a roulé tout droit, sans s'arrêter, jusqu'à retrouver les premières lumières de la ville. Mais même dans la clarté rassurante des lampadaires, elle n'arrivait pas à reprendre son souffle. Ce n'est que plus tard, une fois rentrée chez elle, que la tension est retombée. Elle a posé ses affaires mécaniquement, pris une douche brûlante, tenté d'oublier ce qu'elle avait vu. Mais quelque chose la dérangeait, un détail auquel elle n'arrivait pas à mettre de mots. En sortant de la salle de bain, elle a remarqué que sa porte d'entrée était entr'ouverte.
pas grandement ouverte, mais juste un petit peu poussée. Et elle était pourtant certaine de l'avoir fermée à clé. Elle le faisait toujours, c'était un automatisme. Elle a inspecté l'appartement, pièce par pièce. Rien ne semblait déplacé, aucun bruit, aucun signe d'intrusion. Mais le lendemain matin, en sortant de sa chambre, elle a découvert sur la table de cuisine de fines traces noires, comme de la terre séchée, posées par petites touches, éparpillées sur la nappe. De loin, cela aurait pu passer pour des miettes de pain, mais de près, cela ressemblait à des empreintes, des petites empreintes, fines, anormalement longues. Elle a décidé de n'en parler à personne. Pendant plusieurs semaines, elle a tenté d'oublier. C'était sans doute un hasard, un mauvais alignement des coïncidences. Mais l'image restait là, plantée dans son esprit comme une écharde. Cette silhouette, seule dans le champ, cette position figée, ce regard vide, et surtout, cette certitude au fond d'elle que ce n'était pas une hallucination. C'est en évoquant l'anecdote, presque par hasard, avec un de ses collègues originaires de la région, qu'elle a compris qu'elle n'était pas la seule. Elle blêmit en l'écoutant. Elle a demandé l'endroit exact. Elle a donné le nom de la route, le virage, le champ. Il a confirmé d'un hochement de tête lent, presque résigné. Il connaissait l'histoire. Depuis des années, des gens racontaient la même scène. Un enfant immobile, toujours au même endroit. Les anciens l'évoquaient à demi-mot. Il y avait même eu un fait divers, dans les années 70. Un garçon porté disparu, jamais retrouvé officiellement. Officieusement, un corps découvert des semaines plus tard, à quelques centaines de mètres du champ, dans un puits qui a été muré depuis. L'autopsie n'avait jamais été rendue publique. Certains disaient que le corps était intact, d'autres qu'il n'était pas identifiable. Mais ce qui revenait souvent, c'est que depuis ce jour-là, ce champ-là n'était plus tout à fait normal. La gendarmerie refusait d'en parler, les habitants évitaient la route la nuit. Et les rares témoins affirmaient tous la même chose. L'enfant ne bougeait pas, sauf si on s'arrêtait. Ce que Élodie n'a jamais raconté, c'est ses rêves, qui sont venus ensuite. Toujours les mêmes. Elle se voit au volant, la nuit, sur cette route. Elle repasse devant le champ, mais cette fois-ci, elle s'arrête. Elle descend, et elle marche vers la silhouette. Plus elle avance, plus elle sent ses jambes se figer. L'air devient lourd, presque liquide. Et quand elle arrive enfin à quelques mètres de l'enfant, il tourne lentement la tête vers elle. Elle remarque alors qu'il a son visage. Son propre visage, mais sans yeux. Et elle se réveille toujours au même moment. Toujours avec cette sensation dans la gorge, celle d'avoir échappé au pire. Aujourd'hui, cela fait des mois. Elle a déménagé, changé de numéro. Elle n'a plus jamais pris cette route, mais parfois, elle se réveille au milieu de la nuit. Et elle est persuadée d'avoir entendu quelqu'un murmurer son prénom. Depuis l'autre côté de la porte. Certaines choses qu'on voit qu'une seule fois suffit à hanter toute une vie. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Et si vous avez vécu vous aussi quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ou de dérangeant, écrivez-moi. Mon adresse est en description. Peut-être que votre histoire deviendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo si c'est le cas. Et souvenez-vous, parfois, ne pas s'arrêter peut vous sauver. 3, 2, 1, 0. Vous avez jamais eu cette sensation d'un jeu qui dépasse les limites? Un jeu où on commence à jouer, on se sent bien, on est en détente avec ses potes, puis d'un seul coup, on n'est plus à l'aise. On a par exemple une étrange sensation, comme si quelque chose de mal pouvait arriver. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'histoire que je vais vous raconter, celle d'Hugo. C'est une histoire sur Minecraft, mais pas que. Et c'est une histoire que Hugo n'est pas prêt d'oublier. Hugo, c'est un mec comme toi et moi, un mec normal, qui est au lycée, qui aime jouer aux jeux vidéo et qui a des potes comme tout le monde. Ce week-end, sa famille part en vacances dans le sud avec sa sœur, et donc il est tout seul. Lui, il a décidé de rester. Il a dit qu'il voulait bosser, enfin, il voulait juste geeker. Il a prévu d'inviter Émile, son meilleur ami, pour se faire un week-end entier à jouer à Minecraft. Ça va être Minecraft, pizza, se coucher très tard, enfin, une soirée typique d'un ado de 17 ans. Donc c'est parti. Émile arrive chez Hugo, ils installent tous les PC dans la chambre, ils amènent pizza, popcorn, chips, ils créent un serveur local, grâce à Hamachi, tu connais, et c'est parti. Ils lancent leur game en survie, en hardcore, et ils commencent à farmer. Ils récupèrent un peu de bois, se font leur première pioche, descendent dans des mines, tout se passe très bien.
Au bout d'une heure, la nuit tombe dans le jeu, mais aussi dans la réalité. Et là, commencent les tourments. Il y a une personne qui se connecte en jeu, avec un pseudo assez étrange. Moi aussi je joue. Le problème, c'est que Hugo et Émile sont sur un serveur privé, en local. Donc, c'est normalement impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait pu se connecter à leur serveur. Il y a deux options. C'est soit la personne connaît l'adresse IP de Hugo, soit il est connecté à la Wi-Fi de la maison. Et du coup, Hugo demande à Émile si c'est pas lui qui a donné l'IP à quelqu'un ou qu'il la leak sur les réseaux. Et ce dernier, lui, il nie. C'est impossible, il n'a jamais fait ça. Alors c'est forcément autre chose. Bon, du coup, pour rappel, c'est quand même des lycéens, ils ont 17 ans, ils sont tout seuls chez eux, et là, il y a quelqu'un qui possiblement pourrait être proche de chez eux avec le mot de passe de leur connexion Wi-Fi. À sa place, on va se l'avouer, nous on serait partis direct. Mais c'est pas ce qu'a fait Hugo. Hugo, lui, avec Émile, il décide d'aller voir dans le jeu, de se rapprocher du spawn, là où spawnent tous les nouveaux joueurs, et d'aller voir qui est cet étrange personnage. Ils arrivent à côté de lui et ils le remarquent. Il a un skin totalement normal, le skin Steve normal de Minecraft. Et l'individu commence à bouger n'importe comment, à sauter de partout. Et puis il écrit dans le chat un message. En fait, c'était plutôt un lien. C'est un lien qui amène sur un site où on peut télécharger des maps Minecraft. Donc Hugo, intrigué, va sur ce lien, clique, télécharge, et le lance sur une session à côté. Et là, il est bluffé. En fait, ce monde Minecraft, c'est la reproduction exacte de son quartier. Il peut même y trouver sa maison, qui a été reproduite à l'identique. Toutes les chambres, toutes les pièces, le grenier, le sous-sol, tout a été reproduit à l'identique. Alors en voyant ça, les deux jeunes sont vraiment apeurés. Ils essayent de kick ce personnage. Mais ils n'y arrivent pas, ils se reconnectent sans cesse. Du coup, ils décident de le bannir. Une fois cela fait, Hugo et Émile soufflent un petit peu. Ils vont boire un verre d'eau, et ils n'ont même pas envie de parler de ce qui s'est passé. C'est tellement étrange, mais vous vous en doutez sans doute, l'histoire ne se termine pas là. Hugo et Émile retournent dans leur chambre. Ils sont prêts à recommencer à jouer, l'histoire étant derrière eux. Et au moment où ils se reconnectent sur leur serveur, la lumière disjoncte. Toute la maison est dans le noir total. Plus de Wi-Fi, plus de lumière, plus de PC. Hugo directement pense que c'est une coupure générale et que tout le quartier est touché. Il lève la tête, regarde par la fenêtre et est stupéfait. Parce que la maison de son voisin, elle, est allumée, mais pas la sienne. C'est donc seulement sa maison qui est touchée. Là, Hugo et Émile sont pétrifiés. Ils décident donc de laisser tout en plan dans la chambre et de se réfugier dans celle juste à côté, la chambre de sa sœur. Ils font cela sans faire de bruit et au moment où ils ont réussi à fermer la porte de la chambre de sa sœur, quelqu'un toque. C'est 3 coups lourds, mais lents. Puis ensuite, la porte s'ouvre et ils entendent des pas. Des pas de quelqu'un qui semble ne pas vouloir se faire entendre. Et cette personne avance dans le long couloir, passe devant la porte de la chambre d'Hugo, là où il se trouve, mais ne s'y arrête pas. Comme s'il connaissait la maison. Il continue un peu son chemin et s'arrête, devant la porte de la chambre d'Hugo. Il y rentre, et là ils entendent que le lit grince, comme s'il s'était assis dessus. Ils entendent ensuite que cette personne chuchote, quelque chose du style « Ce n'est pas grave si j'attends un peu. Je n'ai rien fait de mal pour le moment. Ils vont bien finir par arriver. » En entendant ces mots, les garçons sont pétrifiés. Ils décident donc de partir de la maison en passant par la porte-fenêtre. Ils font ça donc en faisant le moins de bruit possible. Une fois dans le jardin, et quand ils ont jugé qu'ils étaient suffisamment loin de la maison, ils tapent le sprint de leur vie en direction de la maison du voisin. Hugo a décidé d'aller là-bas parce qu'il le savait. Il avait vu tout à l'heure que la lumière était allumée, donc le voisin était forcément là. Arrivé chez le voisin, il n'a même pas eu le temps d'expliquer que ce dernier avait déjà appelé la police, parce qu'il trouvait ça bizarre, lui aussi, que la maison se soit éteinte d'un seul coup. Un quart d'heure après, la police est arrivée. Elle a fouillé la maison. Il y a effectivement la porte arrière de la maison qui avait été crochetée. Mais rien au rez-de-chaussée. Par contre, au bout de longues minutes de fouilles, ils ont découvert l'individu. Il était caché au grenier, derrière des caisses. Il était sale, trempé, et il avait avec lui une GoPro, une clé USB et un couteau de cuisine. Donc vous vous en doutez, il avait prévu quelque chose de bien sombre. Ils apprendront plus tard que cet individu était un ancien élève de lycée. Il avait été viré 2 ans plus tôt, il était très bon en informatique et avait pris pour cible Hugo. Il l'avait stalké sur tous les réseaux et savait donc où il habitait, comment il vivait, il connaissait même l'habitude des parents de Hugo.
et il avait décidé de passer le week-end dans le cabanon de Hugo, à le surveiller et il préparait quelque chose. Cette chose, ils l'ont su aussi un peu plus tard, car en fouillant dans la clé USB de l'individu, il y avait un monde Minecraft, un peu plus élaboré que celui qu'il a partagé, où, au sous-sol de la fameuse maison de Hugo, reproduite à l'identique, il y avait 2 villageois et un panneau. Sur le panneau, il était écrit « Ça y est, ils sont à moi ». Vous vous doutez bien que Hugo a déménagé depuis ce jour-là. Il parle toujours à Émile, il fait attention à ce qu'il met sur les réseaux, et il joue toujours à Minecraft, mais sur des serveurs publics. Il repense souvent à ce moment-là. Et n'ose pas imaginer si, avec Émile, il n'avait pas changé de chambre, s'il n'avait pas été attentif. Qu'est-ce qui aurait pu leur arriver? Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime. Ça m'aide beaucoup. Si vous avez, vous aussi, une histoire à partager, vous pouvez le faire. Mon mail est dans la description et j'essaierai de le retranscrire de la meilleure des manières. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt sur Minecraft ou en vrai. 3, 2, 1, 0. Ce que vous allez entendre est inspiré d'une histoire vraie. Une nuit ordinaire qui a basculé dans l'horreur. Imaginez, vous êtes rentré chez vous, seul, fatigué. Vous sentez que quelque chose ne va pas. Quelqu'un est là, quelqu'un vous observe. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Thomas et de l'homme dans le couloir. Fermez la porte à clé, baissez la lumière et écoutez bien. Quand Thomas repense à cette nuit-là, il sent encore son cœur battre au creux de sa gorge, comme si son corps n'avait jamais vraiment oublié. Il avait 22 ans à l'époque, étudiant à Montpellier, vivant seul dans un petit studio au 4e étage d'un vieil immeuble sans ascenseur. Le bâtiment avait ce charme décrépit typique des vieux quartiers, les murs hasardés, les escaliers grinçants et surtout, ce couloir interminable qui menait à son appartement. L'éclairage y était parcimonieux, vacillant sous des néons vieillissants. Pourtant, malgré l'ambiance un peu sinistre, Thomas s'y est toujours senti relativement en sécurité. Ce soir-là, il était rentré tard d'un projet universitaire. Il était presque minuit lorsqu'il avait franchi la lourde porte d'entrée de l'immeuble. Tandis qu'il gravissait les marches 2 à 2, il avait ressenti pour la première fois une impression étrange, celle d'être observé. Il avait brièvement balayé l'escalier du regard, mais il n'y avait, comme toujours, que le vide et le silence. Arrivé au 4e étage, il avait sorti ses clés, prêt à entrer rapidement chez lui. C'est à ce moment précis qu'il l'a vu. Au bout du couloir, une silhouette immobile. Un homme, immobile, comme une statue, dissimulée à moitié par l'ombre, debout juste en face de la porte du dernier appartement, celui qui, d'après Thomas, était inoccupé depuis des mois. Il avait d'abord cru à un voisin ou à un SDF cherchant un abri. Il avait même esquissé un sourire poli, sans réponse en retour. La silhouette restait parfaitement figée, ce qui, à cette heure avancée, lui avait donné un frisson malvenu. Tentant de paraître détendu, Thomas avait inséré rapidement sa clé dans la serrure, mais ses mains tremblaient légèrement. En ouvrant la porte, il avait jeté un dernier regard vers le fond du couloir. L'homme était toujours là, immobile, le visage caché dans l'obscurité. Thomas avait verrouillé la porte derrière lui sans attendre et s'était adossé un instant pour retrouver son calme. Il s'était convaincu que ce n'était rien, que les vieux immeubles attiraient parfois des gens paumés, cherchant à se reposer. Il avait allumé toutes les lumières, mis de la musique et s'est fait couler un bain chaud. 1 heure plus tard, alors qu'il lisait distraitement allongé sur son canapé, il avait entendu des bruits sourds contre la porte. 3 coups lents, puis un silence de plomb. Son cœur s'était emballé. Il avait coupé la musique et écouté. Chacun de ses muscles était tendu. Il n'avait rien d'autre que le bourdonnement électrique du frigo. Hésitant, il s'est approché de la porte et avait collé son œil au Judas. Personne. Le couloir paraissait désert. Peut-être un mauvais coup de vent. S'était-il dit, bien qu'il sache pertinemment que c'était absurde. Le couloir n'avait pas de fenêtre. Il avait tenté de se convaincre de dormir, mais à peine les lumières éteintes, les coups avaient repris, plus fort cette fois, 3 coups secs, insistants. Thomas avait bondi hors de son lit, l'adrénaline inondant ses veines. Sans allumer la lumière, il avait rampé jusqu'à la porte et, cette fois, il avait regardé sous l'interstice au niveau du sol. Il avait retenu un hurlement. 2 pieds nus dépassaient de l'ombre, juste devant sa porte, immobile. Il était resté figé, retenant son souffle,
Les secondes avaient défilé dans une tension atroce, jusqu'à ce qu'un léger frottement de tissu sur le bois de la porte lui fasse comprendre que l'homme était accroupi à quelques centimètres de lui, de l'autre côté. Cette fois, il n'avait plus cherché à rationaliser. Il avait pris son téléphone, les mains tremblantes, et appelé la police. Quand l'opératrice lui avait demandé s'il était en état de danger, il n'avait pu qu'hocher la tête, stupidement, avant de balbutier. « Il est là, juste derrière moi. » Il avait attendu, pétrifié, que les secours arrivent. De longues minutes, de trop longues minutes. Puis, sans prévenir, les coups s'étaient arrêtés. Le silence avait envahi à nouveau l'appartement. Thomas avait osé regarder par le Judas une dernière fois. Plus personne. Quand la police avait finalement débarqué, sirène hurlante, ils avaient fouillé tout l'immeuble. Aucun signe d'effraction, aucun témoin, et surtout, aucun homme correspondant à la description que Thomas leur avait donnée. Pourtant, une chose étrange avait été remarquée. La porte de l'appartement vide, celui au bout du couloir avait été forcé. Mais l'intérieur était parfaitement vide, poussiéreux, comme abandonné depuis bien plus longtemps que Thomas ne l'avait cru. En inspectant son propre palier, les agents avaient aussi relevé quelque chose que Thomas avait raté dans sa panique. Là, juste sous sa poignée, gravé au couteau dans le bois de la porte, il y avait un mot écrit de manière maladroite. Ouvre. Les jours suivants avaient été un enfer. Thomas ne parvenait plus à dormir. Chaque bruit de pas dans l'escalier le plongeait dans la terreur. Il avait rapidement déménagé chez un ami, en attendant de trouver un autre logement. Et quelques semaines plus tard, alors qu'il essayait de tourner la page, il a reçu un appel de la police. Ces derniers pensaient avoir retrouvé l'homme. Un vagabond arrêté dans un autre quartier, en train de rôder autour d'un immeuble résidentiel. Lorsqu'ils l'avaient fouillé, ils avaient découvert, dans son sac plastique, plusieurs objets inquiétants. Du ruban adhésif, un couteau de cuisine et un double de clés. Pas celle de Thomas, heureusement, mais l'enquête avait relevé qu'il avait déjà sévi dans d'autres immeubles. Il repérait ses cibles, souvent jeunes et seuls, attendait patiemment dans les parties communes pendant des heures, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par céder et lui ouvrir. Ce soir-là, s'était dit Thomas, il avait eu de la chance. Il n'avait pas ouvert. Mais il savait, au fond de lui, qu'il n'était pas passé loin d'une fin beaucoup plus terrible. Depuis, il ne passe jamais devant une porte sans jeter un œil discret sous l'interstice, juste au cas où. Thomas a eu de la chance ce soir-là, vous ne trouvez pas? Mais combien d'autres n'ont pas eu cette chance et n'ont pas pu verrouiller leur porte? Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Et si vous avez vécu, vous aussi, quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ou de dérangeant, écrivez-moi. Mon adresse est en description. Peut-être que votre histoire deviendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo si c'est le cas. Et surtout, restez prudent. On ne sait jamais qui pourrait attendre, juste derrière votre porte. 3, 2, 1, 0. Salut à tous. Bon, aujourd'hui, l'histoire, elle va vraiment montrer que la technologie, des fois, ça peut faire peur et il faut vraiment faire attention. Allez, on commence tout de suite. Elle s'appelle Maëlle, 29 ans, et bosse dans la com. Elle a un petit appart à Lyon, au 2e étage, dans un immeuble tranquille. Le genre d'appartement nouvelle génération, avec un lecteur de cartes à l'entrée ou un badge magnétique. Puis Maëlle, elle est du style à gérer sa vie entière depuis son ordinateur portable. Par exemple, le genre à commander ses plats, gérer son boulot, ses photos, enfin toute sa vie sur son PC. Je vous dis ça parce que vous verrez, ça a son importance dans l'histoire. Mais à côté de ça, elle a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal. L'histoire, elle commence un mardi matin, en descendant les poubelles. Elle voit une clé USB noire sur la grille d'aération devant l'entrée de l'immeuble. Tu sais, ce genre de clé toute simple, sans logo, sans étiquette, un peu rayée, le plastique fatigué. Elle la regarde et elle se dit que c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait tomber. Donc elle la pose sur la boîte aux lettres commune et puis elle remonte. Elle passe sa journée, mais l'après-midi, en rentrant du boulot, elle voit que la clé USB est toujours là. Elle est à la même place et personne ne l'a touchée. Et là, tu vois, c'est à ce moment où la curiosité, elle devient un peu trop forte. Et bien plus forte que le bon sens. On se dit, allez, on va la brancher et on va regarder ce qu'il y a dedans. Elle fait ça, juste pour checker ce qu'il y a dessus, pour savoir s'il n'y a pas des cours, des CV, des photos, enfin, pour retrouver le propriétaire et la lui rendre. Donc elle remonte, elle la branche sur son PC, et dedans, rien d'exceptionnel. Juste un dossier vide, nommé Photo 2023. Et sur son ordinateur, il n'y a rien d'anormal. Il n'a rien détecté, il n'y a pas de virus, juste ce dossier. Donc impossible de retrouver la trace du propriétaire. Elle laisse donc sa clé sur le bureau, elle l'oublie et passe à autre chose. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'à partir de ce moment-là, la machine était déjà lancée.
3 jours plus tard, elle remarque que son ordinateur met plus de temps à s'allumer. Elle se dit que c'est la mise à jour Windows, un classique quoi. Mais le lendemain, en ouvrant son dossier documents, elle voit que certaines photos ont disparu. Des trucs très spécifiques, comme des selfies, des captures d'écran, ou même des documents administratifs. Et c'est là qu'elle reçoit un mail. Dedans, il n'y a pas de nom, pas de signature, mais juste une phrase dans le corps du message. T'as pas été très prudente, j'espère que t'es pas toujours aussi distraite. Elle reste figée, lit et relit le mail. Elle pense que c'est un spam, une blague ou un phishing. Mais l'adresse d'expédition est bizarrement propre. Pas de lien, pas de pièce jointe. Juste cette phrase. Et surtout, l'orthographe est parfaite. Elle ne panique pas tout de suite. Elle en parle à un pote du taf, un gars un peu geek sur les bords. Et lui, il lui dit T'as pas branché une clé USB random récemment ? Elle acquiesce. Et lui, il la regarde. Il dit Bah, ça a peut-être installé un truc sans le voir. Genre un malware, un cheval de Troie, un script, n'importe quoi. Et s'ils ont pris la main sur ta cam, ton micro, ton GPS, c'est pas seulement ton ordi qu'ils voient. C'est toi. Et peut-être toute ta vie. Elle rigole, elle prend ça un peu à la légère. Mais le soir même, elle désactive sa caméra, change ses mots de passe et nettoie ce qu'elle peut. Mais elle ne sait pas que c'était trop tard. Une semaine passe, elle oublie presque la péripétie. Et puis, un vendredi soir, un truc change la donne. Elle devait dîner avec une pote au resto. Mais à 19h, la pote l'appelle malade. Fièvre, maux de tête. Elle annule. Donc Maëlle décide de rentrer plus tôt chez elle. Lorsqu'elle rentre dans son appartement, tout est en place, il n'y a pas de bruit. Mais en posant son sac dans la chambre, il y a comme une odeur, un truc qui pue, un mélange d'humidité, de transpiration et de plastique. Le genre d'odeur qui n'a rien à faire là. Elle ouvre la fenêtre et se dit que c'est peut-être le linge sale. Elle passe le reste de la soirée à chill, genre Netflix avec un petit bol de nouilles. Et quand elle décide de se coucher, elle se baisse pour ramasser une chaussette tombée au sol. Et c'est là, elle le voit. Une main, juste une main, qui dépasse légèrement du lit. Elle cligne les yeux, elle croit halluciner. Elle se baisse, doucement, le cœur en feu. Et elle comprend, il y a quelqu'un sous le lit. Elle hurle, un cri qu'elle ne contrôle pas, et dans un mouvement brutal, un homme se relève de sous le lit, la pousse, file en courant vers la porte d'entrée et s'enfuit. Elle est figée, scotchée. Son corps ne répond pas. Elle entend juste la porte claquer et le silence. Quelques minutes plus tard, elle appelle la police en tremblant. Ils arrivent et fouillent tout l'appartement. Pas de traces d'effraction, rien. Il lui demande si quelqu'un d'autre a les clés, elle dit que non. Et là, un agent lui dit une phrase qui va la hanter. Il a peut-être eu accès à votre serrure grâce à un badge magnétique. Ils prennent ensuite ses déclarations, font un relevé, mais aucune trace. Le mec s'est juste volatilisé. Et c'est pas ça le pire. Le pire, c'est qu'en faisant le tour de l'appart, elle se rend compte que certains objets ont disparu. Une boîte à bijoux, un vieux téléphone, un carnet. Il semble donc que l'homme soit déjà venu, car le soir de l'altercation, il est parti sans rien. Les policiers et Maëlle en ont donc conclu quelque chose. L'homme l'aurait déjà cambriolé plusieurs fois et de manière subtile, car il connaissait ses habitudes. Mais ce dernier soir, Maëlle avait cassé sa routine. Il s'était donc retrouvé coincé chez elle et avec elle. Il se serait donc caché sous le lit en attendant de pouvoir sortir sans être vu. Aujourd'hui, Maëlle vit avec une alarme, 3 verrous et un bloc-porte ainsi qu'une caméra. Elle dort peu. Elle a tout changé, son PC, ses habitudes, son téléphone. Mais le pire dans tout ça, c'est que rien de tout ça n'aurait dû arriver. Tout a commencé le jour où elle a ramassé cette foutue clé USB devant chez elle. Et maintenant, elle a un mantra, un dicton qu'elle dit à tout le monde. Une clé USB que tu trouves, c'est comme une seringue. Posée sur un banc, ça a l'air inoffensif, jusqu'à ce que ce soit déjà trop tard. Voilà, c'est tout pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo, ça m'aide grandement. En plus de ça, mon mail est dans la description, si vous voulez nous partager une histoire. Je serai ravi de vous la raconter. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et surtout, gardez en tête qu'aujourd'hui avec Internet, une clé USB, c'est comme un crochet pour déverrouiller votre porte de votre vie privée. 3, 2, 1, 0. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est l'histoire d'une colocation où tout semblait normal. 3 étudiants, un appartement tranquille, une routine sans accroc, jusqu'à ce que des détails commencent à déranger. Des objets déplacés, des bruits dans la nuit. Et un jour, ils ont compris. Fermez la porte à clé, baissez la lumière et écoutez bien. Hugo avait 21 ans. Il vivait à Lille dans sa première colocation. Il partageait un grand appartement, duplex, avec 2 autres étudiants, Malik en droit et Antoine en psycho. L'ambiance était bonne. Chacun respectait plus ou moins l'espace de l'autre. Il y avait des soirées, des discussions jusqu'à tard. Le genre d'environnement où les choses bizarres peuvent facilement passer inaperçues. Le bol, il l'a remarqué un matin de janvier. 3 bols sales dans l'évier,
alors qu'il vivait seul la veille. Il n'y prêta pas d'attention sur le moment, pensant qu'un pote d'un coloc avait dormi là. Mais ça revint, encore et encore. Un jour, il a entendu des bruits de pas à l'étage, pendant que les deux autres étaient sortis. Puis, le tube de dentifrice était vide, ou encore une serviette qui changeait de place dans la salle de bain. Rien de flagrant, juste des décalages. Et au bout de quelques semaines, Hugo commença à poser des questions. « Mec, t'as ramené quelqu'un hier ?» demande-t-il à Antoine un soir. « Bah non, pourquoi ?»« Il y avait 4 bols ce matin. »« Ah, je crois que c'était Malik qui avait invité un pote. » Mais Malik, lui aussi pensait qu'Antoine recevait du monde. « J'ai entendu quelqu'un marcher dans le couloir cette nuit, genre vers 2 heures du matin. C'était pas moi, ni moi. Ils en rirent sur le ton de la blague. Et ils en firent même un surnom, le coloc fantôme. Un running gag. Une manière de ne pas y penser sérieusement. Mais Hugo, lui, sentait que quelque chose clochait. Il se mit à noter les choses. Il gardait l'inventaire du frigo. Il photographiait l'évier avant de se coucher. Parfois, il se levait plus tôt juste pour vérifier si quelque chose avait bougé. Et ça bougeait, subtilement. Un verre déplacé, un rouleau de papier toilette entamé, des traces de pas humides dans la salle de bain, alors qu'il n'avait pas plu. Une nuit, il entendit la chasse d'eau tirer, alors que les deux autres dormaient profondément. Il resta figé sur son lit, écoutant le silence revenir. Il n'osa pas sortir de sa chambre. Il décida d'installer une application de détection de son sur son téléphone, qu'il plaça dans le couloir, branché, écran éteint. L'application s'activait uniquement en cas de bruit. Et c'est le lendemain, à 3h47 du matin, qu'elle avait capté un enregistrement. Une respiration, longue, proche du téléphone, puis un mot, presque inaudible. « T'es réveillé ?» Hugo supprima l'enregistrement paniqué. Il n'en parla à personne. Il voulait une preuve, quelque chose de clair, pas un simple souffle dans un couloir. Alors, il alla plus loin. Il installa une mini-caméra USB qu'il plaça dans la cuisine, cachée dans une boîte de céréales vide. Elle ne filmait que quand il n'était pas là. Il la laissa tourner toute la journée. Quand il récupéra les images le soir, tout semblait normal. Malik qui prend un café, Antoine qui prépare des pâtes. Puis, à 13h32, quelqu'un entre. Pas Antoine, pas Malik. Non, un homme. Un homme grand, maigre, en jogging gris, capuche relevée. Il marche calmement, prend une banane sur la table, l'épluche et mange debout. Puis il sort en empruntant la trappe du plafond dans le coin de la cuisine. Hugo mit la vidéo sur pause et la regarda plusieurs fois. Il n'avait jamais remarqué cette trappe. Elle menait à quoi? Le plafond était bas, aucune échelle, rien. Comment y accéder? Il monta sur une chaise, observa la trappe, un petit carré métallique sans serrure. Il l'ouvrit en poussant un vide sombre. Un espace entre deux niveaux du duplex. Un vide technique probablement. Il n'osa pas aller plus loin. Il alerta ses colocs, leur montra la vidéo. Malik blêmit, Antoine jura. Ils appelèrent la police. Les agents fouillèrent l'appartement. Ils ouvrirent la trappe avec une lampe torche. Ils trouvèrent un matelas sale, quelques vêtements, des restes de nourriture et des photos. Des polaroïds. Hugo qui dort, Antoine en train de se brosser les dents, Malik sur le canapé en caleçon. Les policiers dirent qu'il avait probablement affaire à un squatter, quelqu'un qui s'était introduit lors d'un déménagement ou de travaux, et qui avait élu domicile discrètement. Mais le plus dérangeant, c'était qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Les jours suivants, ils installèrent une serrure sur la trappe. Chacun changea de chambre. Hugo ne pouvait plus dormir. Il entendait encore des bruits. Il avait l'impression que la caméra le regardait, même éteinte. Puis un soir, alors qu'il dînait seul, il vit un post-it sur le frigo. Écriture tremblante. « Vous avez mis une serrure? Pas grave, je peux attendre. » Hugo a quitté la colocation 2 semaines plus tard. Il ne dort plus sans allumer la lumière. Il vit seul maintenant dans un petit studio au rez-de-chaussée. Il vérifie chaque soir derrière la trappe d'aération et s'il oublie, il trouve parfois un bol de céréales vide posé sur le comptoir. Quand Hugo repense à cette année-là, il se demande comment il avait pu passer autant de temps sans remarquer ce détail. Il n'y avait rien d'effrayant au début, rien de spectaculaire, juste un bol. Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-le moi en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous auriez fait à sa place. Et si vous avez vécu, vous aussi, quelque chose d'étrange, d'inexpliqué ou de dérangeant, écrivez-moi. Mon adresse est en description. Peut-être que votre histoire deviendra la prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Je compte sur vous pour vous abonner et aimer la vidéo si c'est le cas. Et surtout, restez prudent. On ne sait jamais ce qui peut arriver. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Claire. Claire avait pris l'habitude de courir chaque soir. Ce n'était pas vraiment par passion du sport, mais plutôt parce que ce rituel lui permettait de tenir debout depuis sa séparation avec Antoine.
Elle se l'était imposée comme une discipline, une parenthèse dans ses journées trop longues. À 19h30 précise, elle enfilait son coupe-vent rouge, glissait ses clés dans la poche intérieure, plaçait ses écouteurs, une vieille paire blanche, un peu abîmée à laquelle elle tenait par habitude, et s'élançait sur le même parcours. Un tracé simple, presque rassurant, qui longeait quelques rues résidentielles avant de s'enfoncer dans un sentier forestier balisé, éclairé par des lampadaires fatigués, mais suffisants. Elle vivait dans une petite ville tranquille, de celles que l'on décrit toujours comme sans histoire. Une ville où les voisins se disent bonjour sans vraiment se connaître, où l'on croit naïvement que la routine protège de tout. Ce soir-là, elle avait quitté le travail plus tard que d'habitude à cause d'une réunion interminable. Fatiguée, elle avait longuement hésité à sortir, mais la perspective de renoncer à son rituel lui paraissait pire. Encore. Elle se mit donc en marche, traversa la rue des Lilas, contourna le rond-point de la Poste et entama sa boucle forestière. Elle croisa seulement un couple de retraités qui marchaient lentement, main dans la main, et un adolescent à vélo qui roulait sans lumière. Le soleil avait disparu derrière les arbres, laissant la forêt dans une pénombre orangée. Claire accéléra le rythme, bercée par le souffle de sa respiration et les basses de sa playlist. Lorsqu'elle arriva à la hauteur du vieux terrain de sport abandonné, son téléphone vibra. Elle ralentit, sortit l'appareil, un appel manqué. Numéro inconnu. Pas de message. Ce n'était pas la première fois. Depuis 3 jours, elle recevait ce genre d'appel anonyme, à des heures irrégulières, toujours très courts, toujours sans message. Elle avait d'abord pensé à un démarchage automatisé, mais à présent, une part d'elle commençait à douter. Elle rangea le téléphone, reprit sa course. Elle sentait cette petite tension au creux de l'estomac, la même que l'on ressent dans un couloir mal éclairé, quand on se sent observé sans raison apparente. Par réflexe, elle jeta un œil vers l'intérieur du terrain vague. Quelqu'un se tenait là. Une silhouette immobile, plantée au fond du terrain. Un homme, probablement, encapuchonné, parfaitement figé. Il était trop loin pour qu'elle distingue son visage, mais sa seule présence suffisait à faire naître une sensation d'inconfort immédiat. Claire ralentit l'allure. Pendant une seconde, elle crut même s'arrêter. Elle tenta de se rassurer. Peut-être un jogger en pause, ou un adolescent qui traînait. Rien d'inhabituel. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Elle accéléra de nouveau, refusa de se retourner. À peine quelques mètres plus loin, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu. Appel manqué. L'écran affichait 19h53. Cette fois, elle tenta de rappeler, mais l'appel fut coupé aussitôt. Aucune trace vocale. Comme si le téléphone lui-même refusait de garder une preuve. Elle rentra chez elle plus vite que d'habitude, avec cette sensation désagréable dans la nuque, comme un souffle qu'on ne sent qu'à l'arrêt. Elle verrouilla la porte, prit une douche rapide, lança un plat surgelé dans le micro-ondes. Mais malgré les gestes automatiques, elle se sentait nerveuse, agitée, comme si l'angoisse s'était glissée dans ses veines. Elle prit son téléphone et envoya un message vocal à Justine, sa collègue et amie, lui racontant sa course étrange, l'appel manqué, la silhouette figée dans le noir. Elle y mit un ton léger, presque ironique, espérant sans doute désamorcer ce qui l'inquiétait réellement. Justine répondit rapidement, lui proposant de venir dormir chez elle si ça pouvait la rassurer. Claire refusa poliment. Ce n'était sûrement rien. Une coïncidence, une mauvaise impression. Mais à 3h17 du matin, une notification la réveilla. Un message. Numéro inconnu. Elle tendit la main vers le téléphone, déjà crispé. Le message était court. Terriblement simple. T'as couru vite ce soir. Tu peux faire mieux. Elle le relut plusieurs fois, les yeux écarquillés, le cœur battant la chamade. Ce n'était plus un doute. Quelqu'un l'avait observée, en temps réel, à distance, ou pire, de près.
Elle pensa immédiatement à ses applications de running. Elle ouvrit Strava, désactiva le GPS, bascula son compte en privé. Elle désinstalla toutes les applis susceptibles de suivre ses mouvements. Puis, elle resta là, allongée dans son lit, les yeux grands ouverts, écoutant chaque craquement de bois, chaque souffle de vent comme un signal d'alerte. Le matin venu, elle se rendit au travail, le visage tiré, les traits marqués. Elle montra le message à Justine, qui blêmit à son tour. Cette dernière insista. Claire devait porter plainte. Et même si elle n'en avait pas envie, elle se résolut à se rendre au commissariat. Un jeune agent la reçut. Il fut poli, prit note du numéro, écouta son récit avec attention. Mais sa conclusion fut sans appel. Sans menace explicite ni preuve d'agression, la police ne pouvait rien faire. Il lui conseilla de changer de numéro, comme on recommande de changer de trottoir pour éviter les problèmes. Elle suivit son conseil. Nouvelle carte SIM, nouveau contact. Elle ne communiqua son numéro qu'à 3 personnes. Elle se sentit soulagée, comme si un filet de sécurité s'était refermé autour d'elle. Mais ce soulagement fut de courte durée. Le soir même, elle reçut un MMS. Pas de mots, pas d'explication. Une photo d'elle, en train de courir, de dos, prise la veille. Son coupe-vent rouge, ses écouteurs blancs, reconnaissables entre mille. L'image était floue, légèrement penchée, comme si elle avait été prise depuis les buissons, à quelques mètres à peine. Elle se sentit défaillir. Elle ne se souvenait pas avoir perdu ses écouteurs. Pourtant, un doute s'insinua. Et si on les lui avait pris? Depuis combien de temps l'observait-on ainsi? Et pourquoi? Claire arrêta de courir. Elle se barricada chez elle. Elle commandait ses repas, ne sortait plus qu'en journée, et encore, le strict minimum. Chaque bruit dans la rue la faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait devenait suspecte. Le silence dura une semaine. Puis, un matin, elle croisa une silhouette familière à la sortie de la boulangerie. Grand, mince, blouson noir, téléphone en main. Il ne la regardait pas. Mais elle le reconnut. Elle le savait. C'était lui. Elle rentra chez elle en courant. Appela Justine, en pleurs. Cette fois, son amie insista et vint dormir chez elle. Claire accepta. Elle n'en pouvait plus. Le lendemain, elle demanda quelques jours de congé. Elle partit chez ses parents, à 2 heures de route. Là-bas, elle retrouva un semblant de calme. Les murs familiers, les repas partagés, la routine d'une maison qui n'a jamais connu la peur. Mais 3 jours plus tard, un colis arriva. Il n'y avait aucun nom, aucune mention d'expéditeur. L'écriture sur l'étiquette était imprimée, impersonnelle. Elle hésita longtemps avant de l'ouvrir. Finalement, elle le fit, devant ses parents. À l'intérieur, une enveloppe Kraft. Et dans cette enveloppe, une clé USB. Ils la branchèrent à l'ordinateur. Un seul fichier. Une vidéo. Claire cliqua. Ce qu'elle vit la glaça. Un montage. Une série de séquences filmées, de jour, de nuit. Elle, courant. Elle, s'étirant. Elle, rentrant chez elle. Parfois floue, parfois nette. Toujours elle, toujours observée. Et dans la dernière séquence, elle dormait, filmée depuis la fenêtre de sa chambre. Quelqu'un était venu jusque-là. Elle hurla. Son père coupa immédiatement l'écran. Ils appelèrent vers la gendarmerie. Cette fois, l'affaire fut prise au sérieux. La clé fut saisie. Une enquête fut ouverte. Mais Claire n'était plus la même. Elle ne dormait plus. Elle ne mangeait presque rien. Elle parlait peu. Le monde autour d'elle devenait une menace constante. Elle s'éteignait à vue d'œil. Quelques jours plus tard, elle reçut un mail. Une adresse inconnue. Objet du message. Joli pyjama bleu. Aucun texte. Rien d'autre. Elle porta en effet ce pyjama la veille, un vieux vêtement qu'elle avait retrouvé au fond d'un tiroir. Dans cette maison. À l'abri, croyait-elle. Le lendemain,
Ils déménagèrent. Claire changea de région, de nom. Elle coupa les ponts avec les réseaux sociaux, évita tout contact inutile. Elle se mit à travailler à distance, refusa toute nouvelle routine. Et lentement, très lentement, elle recommença à vivre. Les mois passèrent. Le silence tenait bon. Elle suivait une thérapie, reprenait confiance. Le sommeil revenait, par vagues. Elle apprenait à respirer de nouveau, jusqu'à ce matin-là. Un colis, petit, anonyme, déposé dans sa boîte aux lettres. Elle le prit entre ses mains, longuement. Il n'y avait aucune raison qu'il lui soit destiné. Aucun nom, aucun retour. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une paire d'écouteurs, blancs, un peu fissurés, les siens, ceux qu'elle portait le soir du tout premier appel, ceux qu'elle pensait avoir perdus. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez-moi aussi sur Spotify. 3, 2, 1, 0. Il y a des endroits qui semblent abandonnés du monde, des lieux où l'air lui-même semble retenir son souffle. Quand Anna emménageait dans cet appartement, elle pensait y trouver un nouveau départ. Mais derrière la porte de la chambre verte, quelque chose l'attendait. Et une fois la porte ouverte, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Écoutez bien cette histoire jusqu'à la fin, car ce qui est arrivé à Anna pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Quand Anna a emménagé dans cet ancien appartement au dernier étage d'un immeuble miteux, elle n'avait pas vraiment le choix. Ses économies fondaient à vue d'œil et l'annonce promettait un loft lumineux avec cachet. Le cachet, c'était surtout la peinture qui s'écaillait, les planchers qui grinçaient à chaque pas et l'odeur de renfermé incrustée dans les murs. Dès le premier soir, quelque chose l'a dérangée sans qu'elle ne sache mettre le doigt dessus. Peut-être ce silence inhabituel, pesant, entrecoupé parfois par des bruits secs, comme des ongles raclant le bois, qu'elle mettait sur le compte du vieux bâtiment. Il y avait aussi cette pièce au fond du couloir, une petite chambre peinte entièrement en verre, sans fenêtre, dont la porte grinçait même lorsqu'elle était fermée. Le propriétaire avait insisté. Ne l'utilisez pas. C'est plus un débarras personnel. L'aération n'est pas adaptée. Anna n'avait pas cherché plus loin. La première semaine se passa sans incident majeur. Elle travaillait beaucoup, rentrait tard et tombait de fatigue. Mais un soir, en cherchant des draps dans les cartons, elle entendit un frottement provenant de la chambre verte. Un frottement, puis un léger bruit de tissu qui glisse. En s'approchant, elle sentit un souffle froid filtrer par l'interstice sous la porte. Quand elle l'ouvrit brusquement, il n'y avait évidemment rien. Juste cette pièce nue, avec un parquet anormalement brillant et les murs d'un vert profond qui semblait avaler la lumière de son portable. La nuit suivante, elle se réveilla en sursaut, persuadée d'avoir entendu des pas dans l'appartement. L'idée d'un cambrioleur la glaça d'effroi. Mais après avoir inspecté chaque recoin, elle dut se rendre à l'évidence. Elle était seule, sauf pour cette étrange odeur de terre humide qui flottait dans l'air, plus forte encore en s'approchant de la chambre verte. À partir de là, les incidents devinrent quotidiens. Un tableau tombait sans raison, son ordinateur qui s'allumait seul, affichant un écran noir. Des marques de doigts grasses sur les vitres, alors qu'elle ne recevait jamais personne. Une nuit, alors qu'elle tentait de s'endormir, elle entendit clairement son prénom chuchoter à travers la porte de la chambre verte. Anna, faiblement, comme un murmure exhalé d'outre-tombe. Elle resta tétanisée, incapable de bouger, fixant la poignée qui semblait vibrer doucement. Un matin, elle décida de fuir l'appartement. Mais en ouvrant la porte d'entrée, elle tomba nez à nez avec le propriétaire, un vieil homme maigre au regard terne qui semblait l'attendre. « Vous avez ouvert la chambre, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il poussa un profond soupir,
comme si le poids de siècles entiers s'abattait sur ses épaules. Écoutez-moi bien, il faut éviter de dormir ici cette nuit. Après, si vous partez, tout ira bien. Anna n'avait pas l'intention d'attendre une nuit de plus. Elle prépara en hâte un sac, attrapa ses clés et courut jusqu'à sa voiture. Mais à peine sortie du parking, elle réalisa qu'elle avait laissé son téléphone sur la table de la cuisine. Impossible de le laisser derrière. C'était son outil de travail, son carnet d'adresses, sa seule ligne avec l'extérieur. Elle remonta à toute vitesse, grimpa les marches 4 à 4, ouvrit la porte d'un geste brusque. L'appartement semblait figé, plus silencieux que jamais. Un silence qui pressait contre ses tympans, oppressant, presque liquide. Le téléphone était posé là, exactement où elle l'avait laissé. Elle s'en empara et fit demi-tour, mais alors qu'elle traversait le couloir, son regard fut attiré malgré elle vers la chambre verte. La porte était grande ouverte. Quelque chose, ou quelqu'un, était assis sur le sol. Une silhouette noire, indistincte, recroquevillée, comme en prière. Au moment où Anna réalisa ce qu'elle voyait, la silhouette leva lentement la tête. Et elle comprit. Ce n'était pas une personne. C'était elle, une copie d'elle-même, mais ruinée, hagarde, les yeux vides et un sourire fendu jusqu'aux oreilles. La chose se leva sans un bruit, ses membres se tordant comme sous l'effet de câbles invisibles, et avança d'un pas lent mais décidé. Anna recula, le souffle coupé, incapable d'hurler, incapable même de détourner le regard. Soudain, toutes les lumières de l'appartement s'éteignirent en même temps. Dans l'obscurité totale, elle entendit des dizaines de pas autour d'elle, comme si la pièce s'était remplie de dizaines de copies d'elle-même, avançant dans un bruissement d'ongles et de souffles humides. Elle ferma les yeux, priant pour se réveiller. Quand elle les rouvrit, elle était étendue sur le plancher froid, seule. Tout semblait normal. Tremblante, elle quitta définitivement l'appartement, laissant derrière elle toutes ses affaires. Des mois plus tard, alors qu'elle avait refait sa vie dans une autre ville, elle reçut un appel anonyme en pleine nuit. Sur l'écran, appel en attente, chambre verte. Elle n'osa pas décrocher. Mais ce fut pire. Depuis cette nuit, chaque fois qu'elle passe devant un miroir, il lui semble apercevoir, juste derrière son reflet, cette autre elle, cette version déformée, tapie dans l'ombre, patiente. Elle sait qu'un jour, tôt ou tard, la chose passera de l'autre côté. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez-moi aussi sur Spotify. 3, 2, 1, 0. Tu sais, on croit toujours que la forêt, c'est juste des arbres et du silence, que si on s'enfonce assez loin, il ne peut rien nous arriver. Mais écoute bien ce que je vais te raconter. Ça m'a été rapporté par quelqu'un qui connaissait bien Émilie. Et depuis, crois-moi, je regarde la forêt autrement. Émilie, c'était le genre de fille solide, débrouillarde. Elle avait grandi entre les randonnées, les bivouacs et les cartes IGN. Avec son chien, Naiko, un berger australien vif et loyal, elle n'avait pas peur de grand-chose. Ce week-end-là, elle avait décidé de partir seule pour 3 jours dans un coin qu'on appelle la Clarée. Un bout de forêt sauvage, isolé. 2 heures de marche depuis la dernière trace de route, aucune habitation à moins de 15 km. Le matin était doux, couvert d'une brume légère. Quand elle s'est garée au bout du chemin, il n'y avait personne. Pas une voiture, pas un bruit, à part le craquement des branches sous ses pas. Elle a chargé son sac sur ses épaules, accroché la laisse de Naiko, et ils sont partis d'un bon pas. Le sentier était étroit, envahi de fougères hautes et de ronces, mais elle souriait. Ce genre d'isolement, elle en rêvait. Au bout de 2 heures de marche, le sentier s'est ouvert sur la Clarée. Une clairière parfaite, un écrin d'herbe douce, entouré de hêtres énormes, moussus, silencieux. Un ruisseau mince et limpide courait au centre. C'était encore plus beau qu'elle l'imaginait. Elle a monté sa tente juste au bord de l'eau, bien à l'abri du vent.
Naïko flairait autour, nerveux, mais Émilie n'y a pas prêté attention. Peut-être un blaireau, un chevreuil, rien d'anormal. Elle s'est installée, a mangé une barre de céréales, regardé le soleil baisser lentement derrière les arbres. La forêt semblait suspendue. Pas un oiseau, pas un insecte. Juste ce silence, épais, presque visqueux. Elle a frissonné, mais s'est dit que c'était la fatigue. La nuit est tombée d'un coup, sans prévenir. Elle s'est glissée dans son sac de couchage. Naïko roulait contre elle. Et au début, tout allait bien. Puis, il y a eu ce bruit. Un craquement léger, juste à la lisière. Naïko s'est redressée d'un coup, grognant, les oreilles pointées vers l'entrée de la tente. Émilie a retenu son souffle. Un autre craquement, plus proche. Elle s'est tendue, immobile, le cœur battant dans ses tempes. Elle s'est dit que c'était un animal, que c'était normal. Mais quand Naïko s'est mis à émettre ces petits grondements graves qu'elle ne lui connaissait pas, elle a compris que ce n'était pas normal. Le bruit a fini par s'éloigner. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Au matin, dehors, tout avait l'air normal. Sauf que, sur la terre humide, il y avait des empreintes. Pas nettes, mais assez grandes pour n'être pas celles d'un animal. Et puis, il y avait une branche cassée, fraîchement. Elle a hésité. Partir ? Rester ? Elle a choisi de rester. Elle pensait qu'elle exagérait. La journée a passé lentement. Émilie a exploré un peu autour de la clarée, ramassé des fleurs, joué avec Naïko. Mais une sensation ne la quittait pas, celle d'être observée. La nuit est tombée encore plus vite. Dans la tente, elle a écouté la forêt, ou plutôt l'absence de forêt. Pas un bruit. Même Naïko semblait retenir son souffle. Puis, il y a eu ce bruissement, léger, presque imperceptible, comme si quelqu'un frôlait la tente du bout des doigts. Elle s'est figée, puis, lentement, elle a tendu la main vers la fermeture éclair de la tente. Elle a glissé un œil dehors. Rien, juste l'obscurité. Et puis, soudain, un pas, à quelques mètres, feuilles écrasées. Network. Elle a refermé la tente en vitesse, a serré son couteau contre elle. Elle a passé la nuit ainsi, les yeux grands ouverts, à écouter. Au petit matin, elle a découvert que son sac, laissé dehors, avait été déplacé de plusieurs mètres. Et il y avait ces traces, des empreintes, humaines, petites, légères. Trop légères pour un adulte, mais trop grandes pour un enfant. Et les arbres, certains semblaient être griffés, pas de façon naturelle, des entailles longues, profondes, fraîches. Elle a commencé à paniquer, mais elle s'est dit qu'il ne lui restait qu'une nuit à tenir, la dernière. Le soir est tombé, froid et humide. La brume rampait à ras du sol. Émilie a installé Naïko dans la tente, a resserré toutes les fermetures. Elle a gardé son couteau ouvert sous l'oreiller. Vers minuit, Naïko a grogné. Puis il a aboyé, furieusement, et s'est précipité hors de la tente. Émilie a crié son nom, mais il avait déjà disparu dans l'obscurité. Elle a hésité à sortir. Elle a allumé sa frontale, a balayé la clairière. Et c'est là qu'elle a entendu. Des murmures, à la lisière, comme plusieurs voix, ou une seule qui murmurait à plusieurs endroits en même temps. Puis, un grand toc, un coup sec contre un arbre, juste à côté de la tente. Elle a crié. Aucune réponse. Les murmures ont cessé. La forêt est redevenue muette. Elle s'est recroquevillée dans la tente, couteau dans une main, lampe dans l'autre, respirant à petits coups pour ne pas faire de bruit. Au bout d'une éternité, Naïko est revenu, haletant, les pattes sales. Il s'est couché contre elle, tremblant. Ils ont attendu l'aube, sans dormir. Quand la lumière est enfin venue, Émilie n'a pas cherché à comprendre. Elle a fourré toutes ses affaires en vrac dans son sac, plié la tente n'importe comment, et ils ont pris la route du retour en courant presque. Le sentier semblait changer. Les arbres plus serrés, plus sombres, et il y avait ces signes, des branches brisées en hauteur, d'équerres, petits amas de pierres plantés au milieu du chemin, et des morceaux d'ailes. Son bandana accroché à une branche, un bout de son sac plastique coincé sous une pierre, comme si quelqu'un avait jalonné son chemin,
comme si quelqu'un voulait qu'elle parte. À bout de souffle, elle a atteint le parking. Sa voiture était là. Tout semblait normal. Mais en s'approchant, elle a vu, sous l'essuie-glace, une enveloppe plastique. Dedans, des photos. Des photos d'elle, dans la clarée, près de la tente, en train de dormir. Mais aussi des photos bien plus anciennes, prises devant chez elle, dans son immeuble, sur son balcon. Elle a vomi sur le parking. Elle a roulé jusqu'à la ville en larmes, les mains crispées sur le volant. La police n'a rien trouvé. Pas d'empreinte, pas d'ADN, rien. Depuis, Émilie a déménagé. Elle ne campe plus. Elle ne part plus seule. Et même au milieu de la ville, entourée de monde, il lui arrive encore de sursauter quand elle sent un regard sur elle. Parce qu'elle sait. Quand on croit être seule en pleine nature, quelqu'un, parfois, nous regarde. Et parfois, ce quelqu'un décide de nous suivre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a donné des frissons, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine. Et si vous voulez prolonger l'expérience, retrouvez-moi aussi sur Spotify. 3, 2, 1, 0. Bienvenue dans l'ombre, là où les voix chuchotent encore et où les histoires oubliées reprennent vie. Ce que vous allez entendre est inspiré de faits réels ou de récits si anciens qu'on en a oublié l'origine. Installez-vous. Écoutez, mais n'éteignez pas la lumière trop vite. Sarah avait emménagé seule dans un petit studio à Toulouse après sa rupture avec son dernier copain. Premier étage, vue sur une petite cour, mur fin comme du papier. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. Elle s'y sentait enfin libre. Le genre de liberté qui laisse la place au silence. Un peu trop de silence, parfois. La première semaine se passa bien. Elle aménageait petit à petit, bricolait, riait toute seule devant ses messages vocaux, réapprenait à vivre avec elle-même. Et puis, un matin, elle trouva un post-it jaune collé sur sa porte. « S'il te plaît, évite de marcher en talons la nuit. Merci. Signé ton voisin du dessous. » Elle sourit. Elle ne portait pas de talons. Peut-être un malentendu. Elle répondit par un autre mot, poli. « Bonjour, je ne porte pas de talons, mais je ferai attention au bruit. Bonne journée. » Pas de réponse. Elle oublia. Le lendemain soir, alors qu'elle sortait de la douche, elle entendit frapper 3 coups secs, très forts, sous son plancher. Elle sursauta. Puis une voix d'homme, étouffée mais distincte, cria « Tu vas arrêter, oui ?» Sarah resta figée, une serviette autour du corps, le cœur battant. Elle ne bougeait même plus, et pourtant il continuait à frapper. Comme s'il l'espionnait. Elle se sentit ridicule d'avoir peur. Après tout, c'était peut-être un vieux grincheux un peu sourd, mais le malaise ne la quitta pas. 2 jours plus tard, elle reçut un nouveau mot. Pas collé. Glissé sous sa porte, soigneusement. On ne t'a jamais appris à vivre seule? T'as besoin de danser à 3 heures du matin pour exister? Cette fois, elle sentit sa gorge se nouer. Il ne s'agissait plus de bruit. Il s'agissait d'elle, de sa façon d'exister. Quelqu'un l'écoutait, l'observait, et se croyait en droit de juger. Elle alla voir la gardienne, une femme dans la cinquantaine, qui haussa les épaules en disant « Oh lui, Monsieur Pasquier, il est là depuis toujours. Il est un peu particulier, c'est vrai, très à cheval sur le calme, mais il est inoffensif. » Inoffensif? Un mot qui rassure quand on veut y croire. Les semaines passèrent. Chaque soir, Sarah entendait un grincement long et sinistre dans le plancher. Un meuble qu'on traîne lentement. Toujours le même bruit. À la même heure, elle mit des écouteurs, monta le volume. Elle ne voulait plus y penser. Un vendredi soir, elle sortit dîner avec des amis. En rentrant vers 23 heures, elle remarqua que la lumière sous sa porte était allumée. Elle était certaine de l'avoir éteinte. Rien ne semblait déplacé. Mais sur le comptoir de la cuisine, il y avait une tasse de thé encore chaude car elle fumait. Cependant, elle n'en avait pas préparé. Elle verrouilla la porte à double tour et passa la nuit assise sur son canapé. Couteau de cuisine à la main, le téléphone sur les genoux. Le lendemain, elle installa une petite caméra discrète dans son entrée reliée à son portable, juste au cas où. Le soir venu, elle sortit, pas très longtemps. Quand elle revint, la porte n'avait pas été forcée.
Mais la caméra avait filmé. Un homme, mince, cheveux gris, en t-shirt blanc, entrant avec un double, marchant lentement dans l'appartement, reniflant ses vêtements, posant sa tasse sur le comptoir. Puis, repartant calmement, elle sentit sa vision se brouiller. Ce n'était pas un film, pas une scène inventée. C'était là, c'était chez elle. Elle alla trouver la police. On lui promit une patrouille et une vérification. Une plainte fut enregistrée, mais il n'y avait pas eu de violence, c'était juste une intrusion. La police lui a simplement dit « Pas de quoi alerter un juge ». Sarah prit une chambre d'hôtel pour la nuit. Elle n'avait pas les moyens de partir, pas encore. Le lendemain, elle revint avec son père pour récupérer des affaires. La serrure avait été changée, et sur la porte, écrit au feutre noir « Tu fais moins la maligne quand papa est là ». Ce soir-là, la police accepta enfin de se rendre sur place. Mais l'appartement du dessous était vide. Monsieur Pasquier avait disparu. Le concierge n'avait pas vu de déménagement. Aucune trace de départ. Dans sa cave, on retrouva des dizaines de carnets. Des pages et des pages sur Sarah. Des horaires. Des descriptions. Des pensées. Et sur le dernier carnet, une simple phrase écrite en majuscules. « Elle est à moi. Elle est chez moi. » Sarah déménagea dans la semaine. Elle dort depuis avec une chaise sous la poignée et un couteau sous l'oreiller. Elle ne sait toujours pas où il est. Mais parfois, quand elle ferme les yeux, elle croit entendre un meuble qu'on traîne, lentement, sous ses pieds. Merci de m'avoir écouté. Les histoires touchent à leur fin. Mais les ombres, elles, ne se dissipent jamais. Si ces récits vous ont captivé, laissez un like. Et abonnez-vous à Velko Shadows pour ne rien manquer des prochains frissons. Car ici, chaque nuit cache une nouvelle histoire.